Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir deux threads d'horreur qui nous viennent de Reddit. J'espère que ces histoires vous plairont, elles sont plutôt badantes, moi franchement elles m'ont pas mis forcément très à l'aise. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, le petit chocolat, le petit plaid, que vous êtes tranquillou pour apprécier ces threads. N'oubliez pas d'éteindre la lumière et de fermer la porte, on sait jamais. N'oubliez également pas de liker la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne et de vous abonner si le contenu vous plaît. Et nous on est parti pour voir ensemble ces deux threads de Reddit. On est en été 2008. Jackson a grandi dans l'Oregon et il était familier avec le grand air depuis qu'il était tout jeune. Il avait l'habitude de passer pas mal de temps à l'extérieur. En plus de ça, aimant passer du temps à l'extérieur, il est vite devenu amateur de randonnée. Il avait un petit péché mignon dans ses randonnées, c'est qu'il aimait bien se rendre dans des endroits un peu dangereux ou isolés. Par exemple, il aimait bien se promener au bord de falaises. Donc vous savez que si jamais vous tombez d'une falaise, généralement c'est une chute sans retour. Il aimait bien aussi aller dans des zones où il y avait des animaux en soi qui pouvaient être dangereux, comme des cougars ou des ours. Encore en plus de ça, Jackson a vu un film qui s'appelle Into the Wild et il est tombé littéralement amoureux de ce film. Ça l'a beaucoup inspiré dans l'idée générale du film, parce qu'en soi, c'est une histoire vraie qui raconte l'histoire d'un mec qui décide de s'exiler en pleine nature totalement seul, et ce mec-là il meurt à la fin. Spoiler alerte. J'aurais peut-être dû dire le spoiler avant de dire la fin, mais t'as compris. Ce film a aiguisé le sens de l'aventure de Jackson, donc lui en fait il avait envie de faire un peu pareil, de partir pendant un certain temps pour explorer le monde. Ce qu'il veut faire, en gros, c'est le même parcours que le personnage du film a fait pour vraiment avoir les mêmes sensations, en évitant évidemment de mourir à la fin. Jackson part donc dans son aventure, il rencontre des serpents, des ours, il a aussi galéré un petit peu parce qu'il a souffert de déshydratation, mais en tout cas, il n'a jamais rencontré de problèmes qui lui ont fait peur au point qu'il pensait potentiellement perdre la vie. Alors qu'il était en train de marcher à un moment donné dans une forêt, au détour d'un virage, il a rencontré deux personnes qui étaient assises sur un rocher. Ces personnes-là étaient vêtues de blanc, ils avaient le visage sale, et un des hommes avait une longue barbe. Les deux personnes semblaient avoir la quarantaine, à peu près, et c'était donc un homme et une femme. D'abord, Jackson a été surpris parce que depuis qu'il était parti, il n'avait rencontré aucun être humain, donc déjà, revoir de la population, ça l'a surpris. Il essaye de rationaliser, il se dit que les vêtements blancs sont sûrement dus au fait que les deux personnes sur le rocher essayent un peu d'échapper au soleil qui provoque une certaine chaleur. Vous savez, on dit souvent que le noir attire plus de chaleur que des vêtements blancs. En plus de ça, l'apparence débraillée des personnes assises sur le rocher, eh bien c'est quelque chose, selon ce que dit Jackson, de commun aux randonneurs, parce que souvent quand ils sont en randonnée, lui dit que les personnes abandonnent un petit peu leur hygiène personnelle. On peut comprendre, quand t'es en randonnée, t'as pas forcément de douche. Les deux personnes ont salué Jackson, ils lui ont dit bonjour, mais c'est tout. Après, ils l'ont juste regardé passer. Du coup, Jackson continue son chemin et il ne se pose pas plus de questions que ça. À quelques centaines de mètres du lieu de cette fameuse rencontre, Jackson décide d'établir un camp pour passer la nuit. Pour éviter que des animaux lui volent de la nourriture, il décide de suspendre ses restes de nourriture un peu au-dessus du sol. Et après ça, après avoir pris les différentes précautions pour que les animaux ne viennent pas l'embêter, eh bien Jackson va se coucher. Quand il se réveille et qu'il remballe son camp, il se rend compte que les restes de nourriture qu'il avait suspendus avaient disparu. Immédiatement, il pense que c'est un ours qui est rentré dans son camp alors que lui dormait. Du coup, il commence à chercher des empreintes. Mais étonnamment, il ne trouve aucune empreinte de patte. Par contre, il a quand même bien trouvé des empreintes. Et les empreintes qu'il a trouvées, ce sont des empreintes de bottes. Il a suivi les empreintes et l'une d'entre elles menait jusqu'à la corde qui retenait la nourriture en l'air. Du coup, immédiatement, Jackson pense au couple qu'il a rencontré plus tôt la veille. Pensant que ce couple est peut-être encore dans le coin, Jackson décide de rapidement remplir les bagages et de s'en aller. Et pendant qu'il reprend son aventure, il n'arrête pas de penser à ça. Au couple, il se demande qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, au bout d'un moment, il se dit juste, il devait avoir faim, du coup, ils m'ont volé. En plus, il se dit, je dormais à côté, si jamais ils avaient eu des intentions néfastes, ils auraient pu me faire ce qu'ils voulaient. Donc, il se dit, ok, ils avaient juste faim, ils ont volé ma nourriture, on s'arrête là. Plusieurs jours passent, et Jackson, du coup, oublie cette histoire. Il est de nouveau serein dans sa tête et il avait pris une mesure du coup supplémentaire au cas où que des intrus viennent sur son camp. Il plaçait des bâtons à divers endroits pour que ça le réveille si jamais des intrus venaient. Une nuit, Jackson est réveillé à cause du son d'un de ses pièges. Rapidement, il a attrapé son couteau de chasse, il regarde un peu autour de lui et il essaye de se calmer parce qu'étant réveillé brusquement, son cœur bat rapidement. Il essaie de reprendre ses esprits, il se dit que le son qu'il a entendu, c'était probablement un animal qui avait marché sur un de ses pièges. Il est au milieu de nulle part, il se dit que c'est probablement ça la cause. Et là, alors qu'il est en train de se calmer, donc il est totalement silencieux, il entend des chuchotements, mais des chuchotements un peu agités. Il n'arrivait pas à dire de quelle direction provenaient ces voix, et là du coup,
Bien qu'il essaie de se calmer de base, il commence un peu à paniquer. Pour vous donner un peu le contexte, il est dans une forêt en pleine nuit, au milieu de nulle part. La ville la plus proche est à des kilomètres, donc Jackson est totalement livré à lui-même. Du coup, il se dit je vais essayer de faire peur à ceux qui sont proches de mon camp. Il se dit je vais crier et prétendre que j'ai une arme à feu. Finalement, il ne le fait pas parce qu'il se dit peut-être que je vais faire empirer la situation. Alors qu'il est en train de réfléchir à quoi faire, il entend des pas qui font le tour de sa tente. Jackson regarde l'entrée de sa tente, il est prêt à découper tout ce qui pourrait passer par l'entrée de cette tente, mais d'un coup, le silence. Il n'y a plus aucun son. Il n'y avait plus de bruit de pas, plus de chuchotement. Jackson, il comprend pas trop, il n'ose pas sortir de sa tente pour essayer de voir un peu ce que ça pouvait être. Il est là, à regarder l'entrée de sa tente, et il reste comme ça, totalement tétanisé, jusqu'au lever du soleil. Quand le soleil illumine bien la zone, là Jackson sort de sa tente, et il ne voit personne. La seule chose qu'il voit, ce sont des empreintes de bottes. Il décide rapidement, après avoir mangé, de vite plier bagages, et il s'en va, il reprend sa route. Là, il devait se trouver à peu près une centaine de kilomètres de là où il avait rencontré le couple étrange la première fois. Le sentier qu'il arpentait, qui était de base bien distinct, il l'était beaucoup moins. Et là, il se trouvait dans un endroit où on avait une vue sur une montagne, on avait une vue sur un autre sentier, et à un moment donné, Jackson décide de faire une petite pause à l'ombre des arbres pour s'hydrater un petit peu. Alors qu'il est en train de regarder un peu autour de lui pendant sa pause, il remarque au loin sur l'autre sentier 2 points blancs qui se déplacent. Immédiatement, Jackson, il sait ce que c'est. Ou en tout cas, qui sait. Pour lui, il n'y a pas de doute, il a été suivi par les 2 personnes, le couple qu'il a rencontré plus tôt dans son aventure. Pour Jackson, c'est également sûr, c'est eux qui ont volé sa nourriture, c'est eux qui ont rôdé autour de son camp plus tard, et en gros ce couple rôde autour de lui. Du coup Jackson il se dit, ok, c'est fini. Il décide de prendre sa carte et de se rendre dans la ville la plus proche pour mettre fin à son voyage. Sauf que le petit problème, c'est que lui il était au milieu de nulle part, donc la ville la plus proche, elle était pas à côté, c'est pas tu sors de la forêt et t'y es. Il fallait quand même marcher un certain nombre de kilomètres. C'est le seul moyen, du coup Jackson prend la route pour s'y rendre, il marche jusqu'à tard dans la nuit pour gagner le plus de terrain possible. Il décide même à un moment donné de s'écarter du sentier qui est un peu dessiné dans la forêt pour éviter que des gens qui passent par là ne puissent le croiser. Une fois qu'il est un peu au milieu de nulle part de nouveau, il décide d'installer son camp pour passer la nuit. Là, même s'il a un peu de lumière dans sa tente, tu le vois pas. Il est vraiment paumé en plein milieu de la forêt. Il va dans sa tente, il est prêt à dormir, sauf que, étant un peu sur le qui-vive à cause de ce qui s'est passé dans son aventure, eh bien, dès qu'il entend un bruit, ça le réveille. Donc malheureusement Jackson n'arrive qu'à très peu dormir. Mais à un moment donné, il entend des bruits qui lui annoncent quelque chose de pas bien. Il se dit, je vais encore passer une sale nuit. Il entend de nouveau des bruits de pas, des chuchotements, ces pièges qui font du bruit. Mais ce sont des bruits qui sont plus ou moins distants. En fait, à entendre ces sons, il ne sait pas dire si les personnes sont proches de lui ou loin. Et là, Jackson voit une sorte de flash blanc qui se rapproche de sa tente. Le flash se colle au tissu de la tente et la personne qui tient la lampe frappe sur la tente. Et après, il l'éteint. Jackson ouvre sa tente et il sort d'un coup dans le noir en insultant, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il crie. Et là, il ne voit rien du tout. C'est comme si la personne qui avait frappé à sa tente avait disparu. Comme ça, au moment où Jackson en est sorti. Mais d'un coup, Jackson entend des bruits de pas se précipiter vers lui. Il voit dans sa vision périphérique que quelqu'un est en train de lui foncer dessus. Jackson prend ses jambes à son cou et il se précipite dans l'autre direction, dans la forêt. Plusieurs fois, il se prend des arbres parce qu'il ne voit rien. Plusieurs fois, il trébuche. Au bout d'un moment, après 5 minutes de course intensive, Jackson tombe de nouveau, il tombe de fatigue et il tombe parce qu'il se prend une racine d'arbre dans les pieds. Et là, plutôt que de reprendre son chemin, il décide de se cacher. Il se cache du mieux qu'il peut derrière le tronc d'un arbre. Il jette quelques coups d'œil et il voit le petit flash d'une lampe de poche qui se balade. Pendant des heures, Jackson attend derrière son arbre, jusqu'au moment où il entend les oiseaux gazouiller, ce qui lui indiquait que le jour allait bientôt se lever. Une fois que les premières lueurs du soleil se sont dévoilées, Jackson n'est pas retourné à son camp, il est retourné sur le sentier pour terminer son chemin vers la ville la plus proche. Une fois qu'il est arrivé là où des voitures pouvaient passer, il a commencé à faire du stop. Il a été transporté ensuite en voiture à la ville la plus proche et une fois arrivé sur place, il s'est rendu au commissariat de police. Il a parlé de ce qui lui était arrivé, il a parlé également à un service qui s'occupait de la forêt. Il a été hébergé dans un motel le temps que ses parents puissent venir le chercher. Une fois rentré chez lui, le temps a passé. Il est resté un peu au fait des découvertes de la police et du service qui s'occupait de la forêt et il semblerait que d'autres personnes aient témoigné d'événements quelque peu similaires à ce qu'avait vécu Jackson, c'est-à-dire des vols sur les personnes qui avaient établi des camps. Mais il n'y avait rien qui s'était passé vraiment de la même manière
que ce que Jackson avait vécu. Certes, les autres avaient signalé des vols, mais il n'y avait pas eu vraiment d'interaction, c'est-à-dire ce truc avec la lampe qui toque à la tente, ça, c'est que Jackson qui l'a vécu. Il n'y a pas eu d'arrestation de qui que ce soit, donc de tout ce que sait Jackson par rapport à ce que lui a dit la police, on ne sait pas dire si c'est le fameux couple qui l'a vu ou pas qui lui ont fait peur. Donc qui était ce fameux couple négligé habillé en blanc? Est-ce que c'était des personnes lambda, des randonneurs, ou alors est-ce qu'ils avaient des intentions plus malsaines? Ça, c'est le mystère de ce thread Reddit. On va maintenant passer à la seconde histoire. Maintenant, on va voir l'histoire de Mika. Mika nous dit qu'il avait un voisin avec qui il s'entendait bien et que les parents de ce fameux voisin avaient emménagé au Royaume-Uni dans les années 60 environ, mais que eux, en soi, de base, ils venaient d'Inde. Après leur retraite, ces fameux parents ont pris l'habitude d'y retourner chaque année. Du coup, la moitié de leur temps, en fait, consistait à voyager vers l'Inde et de revenir vers le Royaume-Uni. Et une fois, la famille de Mika a été invitée à y aller. Lui, il avait 15 ans, il pensait qu'il était assez dur à cuire, mais ce qui lui est arrivé lui a montré que, en fait, pas tant que ça. Le père de son voisin avait organisé les fameuses vacances en Inde vraiment d'une manière très carrée. Une fois arrivé sur place, il avait donné à tout le monde un petit dossier où il y avait l'itinéraire, toutes les activités qui allaient être faites, ce genre de choses. Et petit détail, qui a son importance ou non, c'est qu'en fait, Mika a les cheveux longs, il n'a pas de barbe ou quoi que ce soit, du coup ça arrive que parfois on le prenne pour une fille. À un moment donné, le groupe arrive au milieu de la jungle. Il y a un hôtel qui est vraiment paumé, le village le plus proche est à 3 heures de route, et l'hôtel est pas forcément très accueillant. Le groupe arrive sur le parking de l'hôtel déjà, et non loin de celui-ci, il y a un autre groupe autour d'un feu. Quand Mika et ses proches sortent de la voiture, il y a une des personnes du groupe autour du feu qui commence à crier quelque chose d'incompréhensible. La personne qui a crié est réduite au silence par un autre membre du groupe qui lui met une tape derrière la tête, en mode calme-toi. Un autre membre du groupe se dirige vers un véhicule, et ce mec-là, selon Mika, ressemble à un baron de la drogue. Il a des bijoux au doigt, il a une sorte de chaîne, et il parle avec le chauffeur du véhicule, il regarde Mika et ses proches, et il dit, dans un anglais approximatif, « Bienvenue dans l'hôtel, vous pouvez vous installer ». C'est là que tout le monde fait son entrée dans l'hôtel. Sauf que déjà, c'est très chelou. L'hôtel est désert. Mais il n'est pas désert comme si tout le monde était parti dormir, ou qu'il n'y avait juste pas d'activité. Il était désert comme si les gens qui s'y trouvaient étaient partis à la hâte. Des chaises étaient renversées, les tables n'étaient pas bien installées. C'est plutôt chelou. La personne qui avait parlé au chauffeur du véhicule dit que les chambres ne sont pas encore prêtes, alors qu'il est 21h, donc il propose que le petit groupe mange pour finir la préparation des chambres. Tout le monde commande, sauf que ce qui est surprenant, c'est que le serveur est un petit garçon de 9 ans. Une fois que les commandes ont été prises, le petit garçon, il s'en va, il ferme les portes, et il y a une petite attente qui se fait. Pendant cette attente, on entend un bruit de moto qui vient de l'extérieur, et après ça, sur des assiettes qui sont dépareillées, c'est-à-dire il y en a un qui va avoir une assiette rouge, un autre qui aura une assiette bleue, enfin tu vois, genre généralement, les hôtels, ils ont leur petite déco. Bah là, c'est pas le cas, et bien les différents plats qui ont été commandés arrivent. Très certainement qu'il y a un petit Uber Eats qui a été fait. Tout le monde était un peu énervé, parce qu'en même temps, quand tu arrives à l'hôtel, t'as fait ton trajet, etc., t'as envie de te poser un petit peu. Là, on te dit que les chambres ne sont pas prêtes alors qu'il est quand même 21h et que tu vois que le mec, le patron, il est tranquillement autour d'un feu à l'extérieur. Bah, il y a de quoi t'énerver. Du coup, le groupe fait des petites blagues comme ça pour apaiser la tension. Ils se disent que ça va, il y reste qu'une nuit, donc le malaise sera vite terminé. Ils sont 11 au total, avec des personnes qui parlent la langue locale, donc si jamais il se passe quelque chose, eh bien la situation pourrait être gérée. Les chambres ont été payées à l'avance, donc en soi, tu fais ton dodo, le lendemain tu te casses quand tu veux. Le patron revient, il dit que les chambres sont prêtes et il escorte donc tout le monde vers les différentes chambres. Les chambres sont dans le même état que l'hôtel, c'est-à-dire qu'elles sont délabrées. À part une table de chevet et un lit, le reste c'est dégueulasse. T'as des fils électriques qui sont dénudés et qui sont apparents. Là où normalement il y aurait une télévision, tu vois des taches rectangulaires, signe qu'il y avait avant une télévision mais maintenant elle a disparu. Il y avait que dalle, à part de quoi dormir, et il y avait juste un objet de décoration, c'était un petit cheval qui était très moche. Mika, lui, est dans une chambre avec son petit frère, il prend le lit qui se trouve devant la porte, et il sent que c'est bizarre, tu vois, parce que le patron il restait pas mal devant sa porte à lui, tu vois, il lui tient un peu la jambe et il lui jette un regard qui met extrêmement mal à l'aise Mika. Mika lui ferme la porte au nez, avec son frère, ils jettent leur sac par terre et ils s'installent dans leur lit. Avant d'aller éteindre la lumière, il décide d'aller vérifier que la porte est bien verrouillée et ensuite il va se coucher. À un moment donné, Mika se réveille. Il ne sait pas à quelle heure, il fait totalement noir, mais en fait ce qui l'a réveillé, c'est qu'il a entendu la porte de sa chambre se refermer. Et rappelez-vous, le lit de Mika se trouve vraiment à côté de la porte, à 1 mètre à peine. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que Mika se prenait pour un dur à cuire.
Et il nous a dit qu'en fait ce qu'il a vécu a montré qu'il ne l'était pas, parce qu'en fait à ce moment-là, plutôt que de sortir et de vouloir se battre, il s'est recroquevillé sous sa couette. On ne juge pas, on l'aurait tous fait. Au bout d'un moment, une fois que la pression redescend un petit peu, là, Mika se précipite hors de son lit et va checker la porte. Il se rend compte que la porte, alors qu'il l'avait bien verrouillée la veille, cette fois-ci, elle est ouverte. Il la reverrouille, il prend sa table de chevet, il la plaque contre la porte pour la verrouiller vraiment encore plus, il s'assure que son petit frère va bien, il regarde si ses sacs sont toujours là, ils sont bien là, il les ajoute à sa barricade, mais il se rend compte que son sac à lui est ouvert. Il regarde à l'intérieur, rien ne manque. La caméra, portefeuille, aucun objet de valeur n'est manquant. Il se dit que peut-être il a abusé un petit peu sur ses pensées, qu'en fait il avait peut-être juste mal vérifié la porte, donc il retourne se coucher. La pression est descendue, son petit frère lui ne s'est jamais réveillé, et finalement le matin arrive. Mika et son petit frère n'aimant pas trop l'hôtel, eux ils veulent partir rapidement, et une fois que tout le monde est prêt à partir, eh bien là tout le monde fait un peu son petit débrief de la nuit. La sœur de Mika montre des restes de draps qui ont été calcinés, qu'elle a trouvés dans sa chambre, bizarre. Plein de personnes ont mal dormi. Le chauffeur, lui, qui avait une chambre d'hôtel, normalement n'a pas dormi dans l'hôtel parce qu'il voulait pas avoir affaire aux personnes cheloues. Et bien lui, il a dit qu'il avait vu des passages bizarres autour de l'hôtel, des gens qui venaient, qui repartaient. Quelqu'un est venu même coller son nez sur la vitre. Le chauffeur a tapé sur la vitre pour le faire partir et le mec il s'est barré dans la jungle, comme ça, sans expliquer pourquoi. Au moment où le petit groupe part, le patron de l'hôtel, lui, se tient devant son hôtel, il leur fait un salut de la main, et il se remet en place les petites parties tranquillement. Tout le monde se dit que ce qui était chelou est fini, mais peut-être pas tant que ça. Au bout d'une heure de voyage, au bout d'un moment, Mika décide de regarder le petit dossier qu'on lui avait filé avec les itinéraires et tout, et à l'intérieur il se trouve qu'il y avait des photos d'identité de chaque personne pour, au cas où, remplir des formulaires. Mais d'un coup, Mika se rend compte qu'il lui manque une photo de lui. Il fouille son petit dossier, il demande à ses parents si ce ne serait pas eux qui l'auraient pris, mais non. Du coup, tous les souvenirs de la veille s'expliquent. En fait, quelqu'un s'est introduit dans sa chambre et lui a volé une photo. En plus de ça, tout le monde a dit avoir entendu quelqu'un dans le couloir, et à chaque fois devant la chambre. Vous savez, chacun a entendu quelqu'un en fait devant sa chambre. Chacun avait un Judas, tout le monde pouvait le voir, sauf en fait Mika et son frère qui eux n'en avaient pas. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, le patron les a placés dans cette chambre précisément parce que de 1, il n'y avait pas de Judas, et de 2, certainement que le patron avait les clés de cette chambre pour pouvoir y rentrer comme il le voulait. Le chauffeur, qui était quelqu'un d'assez costaud et quelqu'un qui était toujours droit dans ses bottes, décide de retourner à l'hôtel pour aller demander des explications au patron. Le groupe fait donc demi-tour, et une fois qu'ils arrivent devant l'hôtel, ils se rendent compte que l'hôtel est fermé. Il n'y a plus personne. Personne qui attend devant. Vraiment, c'est comme si l'hôtel avait été abandonné et qu'il était comme ça depuis des mois, voire des années. Les portes étaient cadenassées, mais juste devant la porte d'entrée, il y avait le fameux cheval dégueulasse qu'il y avait dans la chambre de Mika et de son frère. Mika l'a pris, il se dit que ça lui fera un souvenir de cette expérience néfaste, et en tout cas ensuite le groupe est reparti. Il ne sait pas en fait pourquoi l'individu a pris sa photo, il ne sait pas expliquer en fait tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Peut-être que le patron avait pris Mika pour une fille comme d'autres personnes l'avaient fait, et qu'il a voulu voler une de ses photos pour faire des trucs assez malsains, on ne sait pas forcément quoi, même si on peut avoir des petites idées. En tout cas, son témoignage se termine là. Mika n'a pas plus d'explications que ça à donner. Si vous avez des petites théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Nous, on se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Alors, ces histoires, elles n'ont rien au commun. Elles sont très intéressantes et très effrayantes, je trouve. Moi, j'adore vraiment la part de mystère qu'il y a autour de ces threads-là. Après, c'est ce qu'on retrouve particulièrement dans les threads Reddit. Les gens ne savent pas expliquer ce qui s'est passé. Que ce soit dans la première histoire ou la deuxième, on ne sait pas s'il y a forcément mal en soi. Dans la première histoire, on ne sait pas si le couple est responsable des choses effrayantes qui sont arrivées à Jackson. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas du tout. Et si c'est pas le cas, là, on n'a pas d'idée de qui ça pourrait être. Dans la deuxième histoire, bien sûr, c'est le point de vue de Mika qui est exposé. Donc en fait, on absorbe, on va dire, son ressenti. Si nous on voyait la scène un peu comme un film et qu'on se faisait notre propre avis directement, peut-être qu'on trouverait d'autres réponses. C'est ça aussi qui est intéressant dans les threads Reddit, et tu vois, c'est que vu qu'on raconte l'histoire que la personne a vécue, putain, j'ai mon chat qui me bouffe la main, vu qu'on raconte l'histoire que la personne a vécue et qu'elle le raconte de son point de vue, on prend sa perception. Et une fois, ce que j'avais vu, c'était intéressant, c'était quelqu'un qui disait j'ai été, on va dire, le méchant d'un thread Reddit, alors qu'en fait il n'y avait pas de mal, tu vois. Genre le mec disait un truc du genre, bah en fait je voulais juste lui demander son numéro, mais elle a pensé que je la suivais, etc., tu vois. Bref, ça c'est une autre histoire. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken, salut.